Bienvenue dans mon salon. Ils font partie du Gotha. Mon père donc, vient d'une famille princière, le prince Bogdanov. Je suis prétendante au trône d'Arménie, donc Altesse royale, princesse d'Arménie. Je crois que j'ai tous les titres sauf celui de marquis. Tous les titres? Je suis comte, je suis duc et je suis prince. Mais quelle vie mènent ces princes et ces princesses des temps modernes? L'argent n'était pas là, donc comme tout le monde, il a fallu qu'on se débrouille. Le plus difficile à gérer, c'est la restauration de nos petites bicoques. Notre grand-mère a vécu dans les ennuis d'argent toute sa vie. Je suis responsable aujourd'hui de 5 châteaux. C'est pour ça qu'on m'appelle le SCF, le 100 châteaux fixe. Ils vont nous dévoiler les coulisses de leur quotidien extraordinaire. Roman Polanski, donc le réalisateur, je lui dis écoute, on fait un dîner demain soir. Et il me dit est-ce que je peux venir avec quelqu'un? Je lui dis oui. J'ouvre la porte et je vois quelqu'un derrière lui que je reconnais tout de suite et qui me dit Hi, I am Mick. Donc c'était Mick Jagger qui était là. On se dit qu'il doit y avoir quand même une princesse. Pas Comment? encore. Mais comment ça se fait? Mais j'ai pas encore trouvé. Et vous n'avez pas fait de bal avec une chaussure de verre? J'ai pas essayé la chaussure de verre. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de Toute une histoire. Les invités que nous recevons aujourd'hui ont une vie qui a tout pour faire rêver. Leur famille a marqué l'histoire avec un grand H, mais leur a surtout légué des privilèges réservés à l'élite. Ils font partie de ce qu'on appelle le Gotha. Mais qu'est-ce que cela veut dire exactement, faire partie du Gotha? Nous allons tout de suite poser la question à Adélaïde de Clermont-Tonnerre qui va nous accompagner tout au long de l'émission en tant qu'experte. Vous êtes la directrice de la rédaction du magazine Point de Vue, dédié aux têtes couronnées. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Bravo. Alors, est-ce que vous pouvez nous clarifier les idées sur cette notion de Gotha? Bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Gotha, ça vient d'un petit annuaire, enfin d'ailleurs assez conséquent annuaire, qui s'appelle l'Almanach du Gotha, qui a été créé au XVIIIe siècle. Et c'est en quelque sorte les pages jaunes des royautés, c'est-à-dire qu'on y recense toutes les familles princières, les familles régnantes et non régnantes, et aussi les familles ducales, le meilleur de l'aristocratie, le meilleur des familles royales. Et c'est devenu un peu la Bible sur le sujet. Plus tard, c'est devenu aussi la Bible parce que ça permettait de démêler les vrais des faux, de ceux qui prétendaient, de ceux qui n'y prétendaient pas. Et de façon plus élargie, ça a permis aussi de lancer un terme, le Gotha, qui est l'idée de la crème, ce qui se fait de mieux. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas confondre le Gotha avec la jet set, par exemple, ce qu'on a tendance à faire. C'est pas uniquement des paillettes et des fêtes, c'est pas uniquement du rêve et du fantasme. Il y a vraiment la notion d'histoire, il y a la notion de famille, il y a la notion de valeur. Donc c'est quelque chose qu'il faut nuancer. C'est pas la noblesse non plus, uniquement. Et l'origine de ce mot Gotha? Gotha, ça vient vraiment de l'Almanach du Gotha et de la ville dans laquelle cet almanach au départ a été fondé, à savoir la ville de Gotha en Allemagne. Très bien. J'accueille tout de suite notre premier invité que vous connaissez, bien sûr, Igor Bogdanov. Bonjour. Bonjour. Vous étiez en grande conversation avec votre cousin Richard, que nous découvrirons tout à l'heure. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus tous les deux? Non, on s'est vu il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça. Vous êtes arrière-arrière-cousin? Ou grand-grand-cousin, je ne sais pas comment on dit. En fait, nos deux arrière-grand-mères sont sœurs. Oui, D'accord. troisième cousin. Voilà. D'accord. Donc, Comme ça, pour être cousin au troisième degré. Génération. Voilà. D'accord. 3e degré. Voilà, exactement. Alors, on vous connaît bien sûr, Igor, avec votre frère jumeau, pour vos recherches sur l'origine de l'univers, mais c'est pour nous dévoiler un petit peu de votre histoire, que vous êtes ici, votre histoire que l'on connaît moins bien. Comment devrais-je vous appeler, si je voulais être plus précise? Ah bah, Igor, évidemment. Je raconte une petite anecdote, justement, sur le trouble qui entoure le nom. Je suis il y a quelques jours au Puce, je rencontre un Tunisien qui vient vers moi et qui dit
c'est vous ou c'est votre frère? Je dis non, c'est pas moi, vous voyez bien que c'est mon frère qui est là. Et il me dit, ah, c'est bien ce qui me semblait. Donc voilà, non, moi c'est Igor, donc il faut m'appeler comme ça. D'accord. Mais vous êtes quoi? Et quel est votre titre? Ben, mon père donc, vient d'une famille princière, donc c'est les princes Bogdanov. Son grand-père, enfin mon grand-père plutôt, donc Mikhail Bogdanov, lui, a été malheureusement donc fusillé en 1917. Et mon arrière-grand-père, mon grand-père, lui, va donc rester en Russie, élever mon père, qui en 1941, donc au milieu de la guerre, va émigrer vers l'Espagne grâce à des complicités établies par ma grand-mère russe et un émigré de 17 qui est déjà donc à Madrid depuis quelques années et qui va recueillir mon père, qui est lui le prince Bagration, qui est en fait le roi de Géorgie en exil à Madrid. Donc il va élever mon père. Et donc c'est comme ça que mon père va ensuite venir en France depuis Madrid et rencontrer ma mère. Alors tout ce cheminement pour vous dire que vous êtes prince en fait. Oui, en vous fait, êtes le prince Igor Bogdanov. Tout ce long chemin pour arriver jusque-là. Alors afin d'en découvrir davantage sur votre histoire, on va tout de suite ouvrir la première partie intitulée Une enfance pas comme les autres. Justement, quels souvenirs gardez-vous de votre jeunesse? Un souvenir d'abord double, parce que Grishka et moi, nous avons été élevés ensemble, nous sommes jumeaux. Donc nous avons été élevés ensemble dans cette forteresse que ma grand-mère a achetée en 1926, quand elle est arrivée d'Europe centrale. À quel endroit? Dans le Gers, à 12 km d'une ville qui s'appelle Auch. Vous dites dans le Gers, on dit dans le Gers, dans le sud-ouest, on ne dit pas dans le Gers. On dit, en fait, ça dépend, parce que ça dépend. Si je le dis avec l'accent du Gers, d'ailleurs il y a des Gersois ici, je vais le dire comme dans le Gers, pauvre. Moi, j'ai pas l'accent du Gers. Je vais parler comme on parle là-bas. Ouais. Et je peux même le dire en patois, si vous voulez. Mais chez les aristos, on dit dans le Gers. On dit dans le Gers, oui. C'est-à-dire qu'en fait, on va éluder le S, qu'on va laisser couler tranquillement avec le fleuve. Joli. Donc c'est dans un château... Moi, je suis originaire du Sud-Ouest. C'est la première fois que j'entends prononcer le Gers au lieu du Gers. J'avais jamais entendu prononcer ce département comme ça. Alors, c'est dans un château chargé d'histoire que vous avez fait vos premiers pas. Absolument. Il date de quand, ce château? En fait, 11e siècle, les fondations. Ensuite, un premier remaniement au 15e, au moment où on va remplacer les meurtrières par des grandes fenêtres à meneaux pour laisser passer de la lumière à l'intérieur. Donc j'imagine que ça a donné lieu à des jeux formidables avec votre frère. D'une part, et je pense que la naissance dans un endroit comme ça, historique, qui est ancien, permet aussi, si on peut dire, de développer son imaginaire. Parce que quand on avait 3 ou 4 ans, on se promenait sur les remparts de ce château, on se demandait, mais comment était cet endroit il y a 1000 ans, par exemple? Bien sûr. Et la question qui vient tout de suite après, c'est, mais comment est-ce que ce sera dans 1000 ans? Et oui. Donc, on voyage dans le temps à travers un endroit comme celui-là. On apprend d'abord à voyager dans sa propre mémoire, dans la mémoire d'un lieu. C'est peut-être comme ça, d'ailleurs, que nous en sommes venus, Grishka et moi, à nous intéresser à l'origine de l'univers. Alors, est-ce que vous aviez conscience, quand même, que cette jeunesse ne ressemblait pas à celle de tout le monde? Oui, parce que d'abord, le lieu était différent, puisque, en effet, nous sommes nés dans un château, nous avons grandi dans un château. Il y avait le château et le village. Le village, lui, était différent, évidemment, c'était un peu à l'extérieur. Et vous êtes quand même allé à l'école communale ou on venait vous faire des cours dans le château? Alors, dans un premier temps, Grishka et moi, nous avons eu 2 préceptrices, Madame Desgranges et Madame Boucherolles, dont on se souvient évidemment, parce que ce sont des noms qu'on transporte avec soi pour toute sa vie. Et donc, elle nous a emmenés jusqu'aux portes, si on peut dire, du certificat d'études. Ensuite, on a fait 1 an d'école communale. Ça, c'était une année absolument géniale parce que c'était le Grand Môle, en fait. C'était un endroit magique, une petite école perdue dans la campagne. Puis ensuite, nous sommes allés dans un collège à Sorèze, qui est un collège militaire, enfin, à la fois d'origine militaire, une académie royale, qui a été ensuite remaniée par les dominicains qui en ont fait une école religieuse. Donc, une éducation assez stricte, j'imagine, dans ce collège.
Oui, avec un encadrement comme ça, très strict. Alors, vous étiez brillant, puisque vous avez eu votre bac à l'âge de 16 ans, Oui. avec votre frère. Et à ce moment-là, vous avez quitté votre château pour emménager ensemble à Paris. Oui, absolument. Dans quel but? Donc, dans le but, en fait, Vous d'écrire dites un à livre... Paris ou à Paris vous Et à Paris, pauvre. Donc non, on a en effet, d'abord il fallait poursuivre des études. Ouais. Grishka fait Sciences Po, moi j'ai fait autre chose. Et puis surtout on a écrit un livre ensemble. Et pour ça il fallait être évidemment au cœur même de la ville, de la Un livre sur capitale, de quoi la culture. Et donc on s'est installé à Paris à ce moment-là. Un livre sur quoi? Ça l'époque s'appelait, le premier livre s'appelait Clés pour la science-fiction. D'accord, donc Premier déjà livre. cette passion, vous avez très tôt été passionné par la science-fiction? En fait, je dirais par la réflexion sur le temps. Ouais. Parce qu'en fait, la science-fiction, c'est quoi? C'est l'exploration des possibles. Et donc, on va explorer toutes les possibilités que nous offre telle ou telle théorie en la transposant vers l'avenir. Et c'est ça qui est intéressant. Et Grishka et moi, on a été très passionnés par ça, par l'exploration de l'avenir possible. Alors, cette période d'études à Paris a été formidable, Oui. une période un peu de toutes les folies. Vous donniez des fêtes. On donnait des fêtes avec Grishka. Vous aviez un grand appartement? On avait un grand appartement qu'on a, d'une certaine manière, modélisé à notre image. C'est-à-dire que Vous ça aviez de ressemblait... l'argent? Pardon de vous poser cette question, mais vous Pas du étiez tout, non, une pas du famille tout. fortunée? Pas du tout, mais non, parce qu'en fait, notre grand-mère, que Richard connaît très très bien, a vécu dans les ennuis d'argent toute sa vie. Elle a... Vous savez, c'est une caractéristique aussi des grandes familles, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se retrouve confronté au problème de l'argent qui n'est pas là. Et donc... on a des biens matériels, il faut mais trouver pas des... forcément de l'argent Pas forcément en de l'argent. l'espèce. Pas forcément de l'argent. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, ça ne compte pas vraiment. Parce que c'est pas l'argent qui fédère, si on peut dire, les valeurs autour desquelles on va construire sa vie. C'est pas ça. Alors, mais ce grand c'est autre appartement chose. que vous aviez, il venait d'où, alors? En fait, c'est un appartement qu'on a loué, mais qu'on a eu, si on peut dire, la possibilité de façonner à notre image complètement. C'est-à-dire qu'en fait, on a reconstitué dans cet endroit une espèce de petite enclave de ce qu'était le château. Ah oui, d'accord. On a amené des meubles de là-bas, et puis petit à petit, cet endroit est venu à ressembler à celui que nous avions laissé dans le Gers. Donc avec une salle de bal, c'était un peu fastueux. Non, pas vraiment fastueux, mais enfin, il y a un salon dans lequel on recevait. À dans l'époque, lequel vous on receviez se- quand même des stars internationales. Qui avez-vous reçu, par exemple? Qui en a reçu. J'ai raconté cette histoire assez souvent. Un jour, donc, on fait un des dîners auquel on invitait énormément de gens à ces dîners. Et un jour, donc, je dis à quelqu'un que je connais très très bien, qui est Roman Polanski, donc le réalisateur, je lui dis, écoute, on fait un dîner demain soir. Et il me dit, est-ce que je peux venir avec quelqu'un? Je lui dis, oui, tu peux venir avec quelqu'un. Et le lendemain, Plus que 13 ans. il se présente, il tape à la porte. J'ouvre la porte et je vois Roman et quelqu'un derrière lui que je reconnais tout de suite et qui me dit, Hi, I am Mick. Donc c'était Mick Jagger qui était là, que j'avais reconnu. Évidemment, je dis, c'est pas la peine de te présenter, je sais très bien qui tu es. Donc Quelle on rentre. époque c'était? En quelle année? Genre C'était il y a à peu près une vingtaine d'années. Ouais. Et je suis, donc on sympathise, on fait de la musique ensemble, le dîner, la soirée se passe. Et j'étais à ce moment-là, je sortais avec un mannequin suédois qui s'appelait Vava, qui était très très belle, un peu folle. Et vers minuit et demi, je cherche Mick, je veux faire de la guitare avec lui, je veux faire on nous demande de faire Vous êtes un bon musicien, parce que faire de la guitare avec Mick Jagger, Oui, ben voilà, c'est quand même pas mal. faut quand même assurer un peu, quoi. C'est quand même pas mal. Mais je ne le vois pas. Je ne le trouve pas. Il n'est pas dans le salon. Je vais dans la cuisine, il n'est pas dans la cuisine. On avait un petit jardin devant. Il n'est pas non plus dans le jardin. Et à ce moment-là, me vient cette idée. Je me dis, mais enfin, il n'y a qu'un seul endroit où il pourrait être, c'est ma propre chambre. Je rentre dans ma chambre et là, évidemment, je vois. Il jouait d'un autre instrument. D'un autre... Exactement. Mais il n'était pas là. Il n'était pas là, parce que je suis arrivé juste avant que l'instrument se mette à jouer, justement. Et je le vois, je lui dis, Mick, but this is my girlfriend. Et à ce moment-là, il me dit, il se retourne, il est déjà couché dans mon lit.
Et il me regarde comme ça, il me dit, oh Igor, I didn't know it was your girlfriend. Il se lève et puis on va jouer de la guitare ensemble. Donc ça, c'est une des péripéties. Il est arrivé avec Mick Jagger. Donc ça veut dire que vous ne... Tu as changé de girlfriend quand même. J'ai changé de girlfriend. Excuse-moi, mais... Non, mais Ça veut dire que vous ne receviez pas que des aristocrates chez vous. Il y avait aussi des stars de Ah, ben, cinéma, évidemment. des stars des... Évidemment, c'est une société C'est multiple. important de mélanger, justement. Mais oui, parce qu'en fait, la vie est faite justement de mélanges, elle est faite de rencontres, elle est multiple, elle ressemble à un gâteau à millefeuilles. Et donc, on ne peut pas voir que des entre guillemets aristos. Hein. Ouais. Il faut de la culture, il faut des artistes, il faut mélanger, il faut du mélange. Alors, nous allons saluer votre cousin, Richard. Bonjour. Comment vous saluez d'ailleurs? Vous faites un baise-main en général? À quoi? En Autriche? Bah, je sais Quand pas. je vous donne la main, je vous fais ça. Comme ça, c'est ça dans l'autrichienne. C'est ça. Très bien. Je crois que ça se fait aussi en France. Donc, de vous temps en habitez en Autriche. temps. En Autriche, oui, j'habite près de Vienne. Dans un château? C'est une 30 km au sud de Vienne, où je n'ai pas toujours vécu là-bas, parce qu'au début, je recommence avec mon naissance. C'était difficile les premiers 2 ans de ma vie, c'était sous la guerre. On a encore eu le droit de vivre dans un château avec des douves qui sont encore remplies d'eau. Je sais. Alors, vous descendez de quelle famille? C'est une famille autrichienne. Nous sommes que de simples barons. Je ne suis pas si noble que lui. Et je suis tout à fait content de ça. D'ailleurs, officiellement, ça n'existe plus. Parce qu'ici, je ne sais pas comme en France, on a le droit de mettre à son nom, ajouter le titre. Ici, en Autriche, c'est supprimé depuis la chute de l'Empire autrichien Oui, avec mais la tout fin le de la monde, il est Première Guerre. modeste, mais tout le monde sait que c'est le baron Richard Drage. Et tout le monde le sait. Mais même le président de la République socialiste, quand il m'invite sur le papier, c'est sans titre. À l'intérieur, c'est avec titre. C'est à l'autrichienne un compromis. C'est pas toujours. C'est parfois difficile à expliquer. Les Autrichiens ont la réputation de ne pas être contre les titres, bien sûr contre les titres nobles, mais quand même, on les utilise un peu. Bon, alors vous sur habitez mes- dans un château? Oui, alors le château a été saisi par l'armée rouge en 1945, quand c'était la fin de la Deuxième Guerre. Et pendant 10 ans, c'était encerclé de fils de fer. Oui. C'était considéré zone militaire, réservée à l'armée rouge. Et moi, j'ai eu le droit de presser mon nez contre le fil barbelé, mais pas plus. Je n'ai pas eu même le droit de m'approcher. Et pendant ce temps-là, vous viviez où? Eh bien, dans ce moment-là, quand j'étais le seul héritier de la famille, mon père est mort avant ma naissance, pendant la guerre. Il était moitié français, mais il était tombé pour ce sacré Troisième Empire de Hitler, parce qu'il était tout simplement... Oui, il a dû aller dans l'armée. Il était pilote de guerre, il était aviateur civil avant. Et il était abattu comme pilote de reconnaissance. Il n'a pas tiré. Il n'a pas voulu ça. Et près de Leningrad, il est mort avant ma naissance. Et après, il n'y avait que moi de la famille. Alors, Il y vous avait avez passé d'autres, votre jeunesse. la ligne directe, il n'y avait que moi. Alors moi, j'étais le seul, et bien sûr, j'étais emballé pour que rien m'arrive. Quand les Russes sont venus, nous sommes allés en Suisse. Et en Suisse, j'ai passé mes premières années de ma vie, l'école, et puis... oui, alors en tout cas, pour un certain temps, j'étais pas en Autriche. Et je suis revenu, ma mère a refait tout ce qui a été détruit par les Russes, c'était au fond en ruine. Donc, le elle a château. reconstruit. Elle a refait ça et elle m'a rendu tout ça quand j'ai eu 21 ans. C'était un privilège du Donc, destin. vous avez quand même passé des moments sur la terre de Sissi, Ouais. l'impératrice Entre-temps, d'Autriche. j'étais en Suisse, j'étais à l'école dans ce petit village près d'un lac. J'étais un petit garçon de la campagne. J'ai pas du tout... on ne savait pas si tout ça se D'accord. referait de nouveau. C'était la zone d'occupation russe. Ok. On ne savait pas si ce serait pour toujours perdu. Alors on m'a éduqué d'une façon très démocratique, très modeste, dans un village finalement, dans un lycée, etc. Puis j'étais même dans l'armée suisse. Et après, je suis rentré parce que les situations politiques ont changé en Autriche. On a dû revenir. On nous a rendu ce que nous appartenait. Et ma mère a refait le château et je suis rentré dans ce château comme jeune homme. Et c'est vraiment grâce au destin. Vous y habitez encore aujourd'hui? Oui, imaginez-vous, j'y suis toujours, maintenant depuis 50 ans déjà. Comme j'ai 60 je vais pas ans, je vous ne cache pas plaindre. mon âge.
J'ai passé la majorité de ma vie là, et de là, comme c'est tout près de Vienne, nous avons le va-et-vient perpétuel avec la ville de Vienne, c'est à notre disposition. Je suis tout près de l'aéroport, je peux venir à Vienne, à Paris facilement comme cette fois-ci. J'en profite, je suis très à la maison là. Et on profite aussi de cette base, parce que comme c'est près de Vienne, nous avons des amis du monde entier qui Il n'est viennent. pas bavard. Hein. Il n'est pas Non, bavard du je ne tout, dis le plus cousin rien. Richard. Je voudrais vous présenter Charles-Henri. Bonjour. Alors, Charles-Henri, avez-vous un titre particulier? Oui, j'ai dit celui de prince. Ah, vous êtes prince, vous aussi. Oui. Alors, quelle famille? Alors, du côté paternel, nous étions les rois non couronnés de Bohême, c'est-à-dire la République tchèque d'aujourd'hui. Oui. Et du côté maternel, ma mère est une princesse de Bourbon-Parme, donc la famille royale française et espagnole aussi. Bon, vous n'êtes que prince? C'est déjà pas mal, hein, mais bon. Je crois que j'ai tous les titres sauf celui de marquis. Tous les titres? C'est-à-dire Je vous suis êtes prince, comte, baron? je suis duc. et je Duc suis prince, oui. Oh là là, dis donc. Bon. Alors, à l'instar d'Igor et de Richard, vous avez grandi, vous, dans un contexte particulièrement élitiste. Où avez-vous passé vos jeunes années? Dans les pensionnats. Mais lesquels? J'ai été dans les pensionnats très tôt, à l'âge de 7 ans, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, en France. Donc des pensionnats super chics. Bien, oui. Vous avez aimé ces années de pensionnat? Beaucoup. Vous ne vous sentiez pas isolé, seul, pas du loin de tout. votre famille? Imaginez, c'est des communautés de jeunes et d'adolescents plus tard. C'est très sympathique. Et puis vous n'aviez pas vraiment été élevé par vos parents, j'imagine. Assez peu. On avait des nurses quand on était là, mais on se retrouvait pour les vacances. Et vous le viviez assez bien? Très bien, très très bien. Alors vous avez fait de brillantes études en sciences politiques, en histoire de l'art, qui ont fait la fierté de votre illustre famille. Quel métier avez-vous exercé au début de votre carrière? Au début, j'étais banquier. Non, d'abord, j'étais dans l'armée. Puis j'étais banquier et je suis retourné vers l'art, qui est ma passion première et qui est une passion familiale, car autant du côté paternel que maternel, c'était des grands passionnés d'art et des grands mécènes. D'accord. Donc en fait, vous en avez fait votre activité Mon métier. professionnelle. Mon métier. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites? J'aide les gens à créer des collections d'art modernes et contemporaines. Et puis, en plus de vos nombreux titres, vous avez hérité des châteaux de votre enfance. Il y en a tant que ça? Je suis responsable, quand on dit hérité, on a l'impression que c'est des sommes importantes. Non, je suis responsable aujourd'hui de 5 châteaux. Quel genre? Des petits châteaux, des gros châteaux, des moyens? Il y en a un qui est du 19e siècle où je réside, un autre du 14e siècle, un autre du 15e, un autre du 16e. Et, Tout ça en France? Tout ça en France, c'est pour ça qu'on m'appelle le SCF, le 100 châteaux fixe. Pas mal. Alors, justement, vous nous avez ouvert les portes de vos châteaux le temps d'une journée. Ils sont tous au même endroit ou ils sont disséminés? Ils sont tous dans la plus belle région de France, La Loire? le Bourbonnais, Le Bourbonnais, qui est la bien sûr. deuxième région de France par ses nombres de châteaux. C'est une région méconnue, Ouais. c'est une région absolument extraordinaire. Alors, on va le voir, hein, c'est avec beaucoup d'énergie que vous faites désormais vivre l'héritage de vos ancêtres. La vie de château, c'est le titre du reportage que nous vous avons consacré. Le château de Beau à Besson, dans l'Allier. Comme chaque matin, le prince Charles-Henri de Lobkowicz se rend sur son chantier. Bonjour, ça c'est gentil de venir. Ça va bien? Ça va? Très bien, heureux de vous avoir là. Il tient à contrôler l'avancée des travaux de ces différents châteaux, restaurés par des bénévoles passionnés d'histoire. Il faut imaginer que cette forteresse était recouverte de lierre il y a encore un mois. Et des personnes comme Frédéric sont venues et ont enlevé tout le lierre. Bon, on va aller voir l'intérieur. Ah, ça vaut Voir le merveilleux travail que vous avez un peu fait. plus de lumière qu'avant. Voilà. Donc la première pièce nettoyée. Il y aura des portes, il y aura des fenêtres à la fin de l'année. Charles-Henri semble satisfait. Les travaux avancent vite. On est ici vraiment à l'origine de la famille de Bourbon. C'est ici
que cette famille d'Aymar régna sur l'Europe entière et règne encore aujourd'hui sur l'Espagne, car le roi Juan Carlos est un Bourbon. Et tout a démarré sur ce petit territoire. À bientôt, merci. Il y a 10 ans, à la mort de ses parents, Charles-Henri hérite d'un patrimoine colossal. 5 châteaux ayant tous appartenu aux Bourbons, car Charles-Henri n'est autre que l'un des descendants de cette noble famille. Bienvenue dans mon salon. Ça, c'est le portrait de mon arrière-arrière-arrière-grand-père, le roi Charles X. Alors ça, c'est un objet qui est très émouvant. C'est la dernière photo vivante de l'impératrice Élisabeth, plus connue sous le nom de Sissi, juste avant son assassinat à Genève. Et c'est aussi considéré comme la première photo paparazzi au monde. L'impératrice Sissi était l'une des grandes tantes de Charles-Henri. Quant à cet homme, c'est Philippe de Bourbon, baron de Bussay. Philippe de Bourbon, l'un de mes ancêtres qui construisit Beau. Et j'ai l'impression qu'il me donne courage de poursuivre la restauration, de maintenir et de préserver le patrimoine que j'ai hérité. Ah, merci, Lucie. Pour le seconder au quotidien, le prince de Lobkowicz peut compter sur Lucie, sa dame de confiance. Lucie, c'est l'âme de la maison. Elle s'occupe de mon quotidien, elle m'assure que la maison tourne, elle reçoit, elle prépare la table, elle me fait la cuisine. C'est essentiel pour moi d'être secondé au quotidien. Car être à la tête d'un patrimoine comme celui de Charles-Henri n'est pas de tout repos. Le prince doit en permanence trouver des fonds pour restaurer ses châteaux. Prince, il y a Madame Winkel qui vient d'arriver. Oui, qu'elle vienne. Merci Lucille. Bonjour, comment allez-vous? Bien, bien, cher ami. J'ai que des bonnes... Et justement, il reçoit aujourd'hui Huguette Winkel, la déléguée de la Fondation du patrimoine de l'Allier. J'ai une urgence, qui est le côté nord du vieux château de Beau. J'ai besoin que vous m'aidiez à monter un dossier, car j'aimerais présenter ce dossier pour la restauration de cette partie qui est en train de s'écrouler à notre architecte des bâtiments de France. Il faut que le dossier soit complet avant de la fin de l'année. Bien. Sachez qu'il faut aussi que nous le présentions à l'architecte des monuments historiques. Et dès l'instant où on a ces éléments-là, on peut démarrer. Vraiment un grand merci. Je sais comme toujours que je peux compter sur vous. Donc, Cher ami, je vous remets le dossier de la chapelle que nous avons réussi à restaurer ensemble et de quoi préparer les dossiers pour nos futurs projets. parfait, si je comprends bien. Naturel. Elle est dans mon camp. Absolument. Une fois de plus. Enfin, tant mieux, ça sera avec joie. Je vous en prie. Ce patrimoine dont je suis responsable n'est pas à moi. C'est le patrimoine de tout le monde. Très joli château. Très joli reportage. Alors, nous avons donc vu Lucie, qui est l'âme de votre château, mais on se dit qu'il doit y avoir quand même une princesse. Possible, Pas autrement. encore. Mais comment ça se fait? Mais j'ai pas encore trouvé. C'est pas vrai. Mais si. Et vous n'avez pas fait de bal avec une chaussure de verre et... J'ai pas essayé la chaussure de verre. Non, vous n'avez... Voilà, c'est ça le problème. Mais on se marie tous très tard dans la famille. C'est vrai? Pourquoi? Vous avez peur qu'on puisse vous aimer pour vos châteaux? Non. Vous savez, quand on voit des reportages comme celui-là, on voit les grands châteaux, des grands salons, une belle vie. Mais quand moi je pense à château, je pense à toiture, à chauffage, à plomberie, au plomb qui saute. Et donc ça effraie des fiancés potentiels? Je crois que notre vie est passionnante. On a vraiment une vie merveilleuse et on est entouré de gens passionnés. Ne me dites pas que vous êtes plus amoureux des vieilles pierres que d'autres choses. Non, non, je vous rassure tout de suite. Bon. Je suis amoureux de la vie d'aujourd'hui. Bon. Qu'est-ce qui vous donne l'envie, justement, de continuer à faire vivre ce patrimoine? Il ne faut pas trop se poser de questions. D'abord, c'est un réflexe. C'est un réflexe qui vient de nos gènes, de notre âme, de ce en quoi nous croyons. Et comme Igor avait très bien décrit, c'est-à-dire que pour comprendre l'avenir, pour comprendre qui on est, d'où on vient, il faut comprendre le passé. Un arbre a besoin de racines pour croître.
Alors justement, puisqu'on parle éventuellement de votre future épouse ou compagne, il faudra qu'elle soit issue de ce milieu-là? C'est important pour vous? Ça facilite les choses, mais c'est pas essentiel, non. Il faut qu'elle puisse comprendre ce qui vous lie à ce passé, à ce patrimoine, et qu'elle le partage, j'imagine. Il faut qu'elle soit passionnée. Alors, je vous dis ça parce que vous allez recevoir beaucoup de courriers après le passage dans cette émission. Je les lirai toutes. Donc c'est pour déjà prévenir celles qui nous regardent, préparer un peu le terrain et que voilà, faut sélectionner un petit peu les candidatures. Voilà. Et il faut qu'elle aime le Bourbonnais. On va accueillir à présent Sophie. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Alors, de quelle lignée êtes-vous la descendante? En fait, je suis la descendante des Mamikonian, Saint-Vardan-Mamikonian, puisqu'en fait, mon ancêtre a été sanctifié. Et donc, je suis prétendante au trône d'Arménie. Nous sommes 5 familles. Prétendante au trône. Voilà, donc Altesse royale, princesse d'Arménie. Très bien. Alors... C'est loin des terres de vos aïeux que vous avez vu le jour. Comment votre famille est-elle arrivée en France? On a passé beaucoup de temps sur les routes, en espèce de bohémiens, parce que quand les Turcs nous ont chassés au 19e siècle, nous sommes arrivés en Géorgie, où nous nous sommes installés. Les Géorgiens nous ont chassés, tes ancêtres nous ont chassés. En disant, c'est pas possible, ça va pas aller du tout, cette histoire. Donc, nous sommes arrivés en Russie, où ma famille s'est établie, et là, les bolcheviks nous ont chassés. Donc, ah bah oui, non, mais c'était terrible. Et donc, nous avons été chassés. Donc, mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère ont cousu des pierres qu'ils ont desserties, en fait, des bijoux de la famille, dans les ourlets de mon grand-père et de mon grand-oncle, de ma grand-mère et de mon grand-oncle, Catherine et Nikolai. Et en fait, ils sont passés sous le nez des bolcheviks, à pied, avec tout le trésor caché dans les montants des enfants. Et on est arrivé en France. Et là, en France, ça a été plus compliqué parce que, bien évidemment, quand vous avez géré des propriétés, des choses, etc., et puis que du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec un petit peu d'argent, certes, mais pas tant que ça, eh bien, il a fallu que, voilà, ils refassent leur vie. Et c'est comme ça que ma famille est née en France et je suis née en France aussi. Mais vous avez quand même grandi dans un cadre de vie privilégié? Ah non, pas du tout, parce qu'en fait, très rapidement, ce que vous disiez, l'argent, voilà, ça c'est mon grand-père avec son avion, l'argent n'était pas là. Donc, comme tout le monde, il a fallu qu'on se débrouille. Ma famille a dû travailler, mon grand-père a dû... travailler, ma grand-mère, enfin, tout le monde. Donc, non, on n'était pas du tout privilégiés. L'important pour vos parents, c'était de vous offrir une éducation solide. Ils vous ont donné le goût des lettres plutôt que celui des paillettes. Dans quel milieu avez-vous baigné? En fait, moi, je viens d'un milieu d'écrivains, puisque, en fait, un de mes ancêtres était José Maria de Heredia. Et mon arrière-grand-père a écrit Fanfan la tulipe, Macao, l'enfer du jeu pour mon grand-père, et mon oncle est Francis Weber, le cinéaste, donc le dîner de cons, Donc j'étais vraiment élevée dans un milieu d'écrivains. Donc il y avait Malraux qui venait à la maison, mon grand-père était directeur du Matin de Paris, donc beaucoup plus d'érudition de lettres que de paillettes, comme vous l'avez dit si justement. Donc ça vous a conduit à peut-être emprunter cette voie littéraire? Absolument. Pour vous, Absolument. Personnellement? Tout à fait, oui, tout à fait. Beaucoup plus que celui de princesse, puisqu'en fait, je parle assez rarement de mon titre, voire quasiment jamais. Donc j'ai trouvé ça génial d'être invitée dans cette émission, parce que moi, je ne suis vraiment pas une princesse dans ce sens-là. Quel a été votre principal objectif à vous? Devenir un grand écrivain. C'était, bien sûr, quand vous vivez au milieu des lettres, mon grand-père avait... des centaines et des centaines de livres dans lesquels j'ai été élevée. Donc, il déclamait tout le temps « Ce siècle avait 2 ans, déjà Napoléon perçait sous Bonaparte, déjà Rome remplaçait Sparte. Ah, c'était merveilleux. D'ailleurs, c'est le contraire, mais c'est pas grave. Mais voilà, donc j'ai vraiment été élevée beaucoup plus dans ça que dans Ma chérie, nous allons t'apprendre à boire le thé correctement. Alors, vous nous direz tout à l'heure si vous avez atteint votre objectif et si vous êtes parvenu à devenir un grand écrivain. J'accueille à présent Tania. Bonjour. Bonjour. Alors, en quelques mots, comment vous définiriez-vous?
Alors moi, je me définis comme une princesse moderne. Pourquoi moderne? Moderne parce que j'ai été élevée de manière tout à fait normale. On m'a mis en pension très jeune et ce que je connaissais du côté princesse, c'était ma grand-mère au Danemark. Je passais toutes mes vacances au Danemark. Chez ma grand-mère, la princesse Margrethe de Danemark, avec mes frères et sœurs. Et puis voilà, c'est un souvenir merveilleux. Alors, à quel grand nom êtes-vous associé depuis votre naissance? Le nom de mes ancêtres, donc j'ai eu souvent Hugues Capet, François Ier, Louis XIV, qui est un de mes favoris, et puis l'arrière-grand-père que nous avons en commun, Robert de Parme, qui s'est marié quand même 2 fois, la première fois en ayant 11 enfants et la deuxième fois 11 aussi, et nos grands-pères sont frères. Donc vous êtes une Bourbon. Une Bourbon. Donc ça veut dire que Charles-Henri et Igor sont vos cousins. Voilà, Charles-Henri est mon cousin germain, c'est ça? Issu de Germain, oui, bon, voilà, un degré. Et Igor est cousin par son mariage avec ma cousine Amélie de Bourbon-Parme. Donc ça veut dire que vous vous fréquentez? On se voit, oui, on se connaît depuis toujours, on se voit normalement, on ne s'est pas vu depuis longtemps, c'est comme si on ne s'était pas vu depuis hier. On s'est vu à Chambord la dernière fois. On s'est vu à Chambord, voilà. Oui, c'est-à-dire que vous avez plus de chances de vous croiser à Chambord pas que forcément. en boîte de nuit. La propriété de notre arrière-grand-père. Il en avait hérité. Et des Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque j'ai appelé le conservateur de Chambord et que je lui ai dit je veux me marier avec Amélie de Bourbon-Parme, il m'a dit mais écoutez, vous êtes ici chez vous. Voilà, exactement. Et c'est comme ça que nous avons été à Chambord. Exactement. Parce qu'en effet... C'était évident. Exactement. Voilà. Comment vous l'avez rencontrée? Amélie? Oui. Oh, Amélie, c'était dans une soirée, justement. Dans un château? Non, dans un rallye, une soirée de rallye. Oui, un rallye, quoi, quand même. Une soirée de rallye. On n'est pas forcément, on ne se voit pas forcément dans des soirées. Dans des soirées, non. On fait des dîners entre nous. Voilà. Oui, voilà. Voilà, Amélie. Est-ce qu'on vous a éduqué dans le culte de vos ancêtres? Alors, on m'a éduquée, j'ai été aux oiseaux en pension. Donc ça, c'était super, j'étais très contente. Et en même temps, on m'a dit, voilà, tu as un nom formidable, mais il va falloir que tu travailles, car ton nom existe depuis un certain nombre d'années, et c'est ton prénom qui est important. Voilà. Donc on m'a éduquée dans le culte du travail, du respect et Est-ce que de votre l'éducation. enfance était digne d'une héritière du trône de France? Non, je n'ai pas été élevée en tant qu'héritière du trône de France. Est-ce que ça vous a... Je suis née avec un nom formidable. Est-ce qu'il vous a porté L'héritage, c'est mon nom. préjudice parfois, ce nom formidable? Alors, c'est pas toujours facile de s'appeler Tania de Bourbon-Parme au lycée ou au collège. Pour les interros surprises? Pour les interros, pour les profs d'histoire aussi. Et puis, après la Révolution, Alors que les profs d'histoire, ils doivent être fascinés. Non, pas tout le temps. Ah bon? Non. Moi, je devais être un petit peu... voilà, pas très bonne élève, alors je devais les énerver un peu, en fait. Et donc, après la Révolution, on a coupé donc, la tête aux Bourbons. Donc, les Bourbons n'avaient plus tellement, peut-être, leur place en France. Dans la tête des gens, en tout cas. Dans les mœurs. Quel genre de carrière vous faisait rêver, vous, durant vos années de lycée? Une carrière où je serais libre. Il fallait que je sois libre. J'avais besoin, peut-être que ça vient justement de mon nom qui m'a... Ça veut dire quoi, libre? Libre... De faire ce que je voulais, voilà. Professionnellement? Professionnellement, de faire ce que je voulais. Donc j'ai choisi un métier designer. Pour moi, c'est une grande liberté. Donc un goût pour l'art, quand même. Toujours cette culture de l'art. La culture de l'art que mon père m'a inculquée. Il avait un bureau tous les week-ends. Donc quand je rentrais, j'allais dans son bureau. Il avait un bureau, il avait des livres extraordinaires. Je me souviendrai toujours de ça avec... des images magnifiques sur l'art, de l'histoire. Et puis, il était passionné d'ébénisterie. Donc, j'allais dans son atelier. J'ai vécu avec l'odeur du bois, des instruments, l'atelier. Moi, c'est ce qui me plaisait, c'était l'atelier. Quel objectif vous êtes-vous fixé? Mon objectif, c'est de rester libre toute ma vie, c'est-à-dire que de continuer à faire mon métier par passion et de réussir à aller jusqu'au bout. Une réaction peut-être d'Adélaïde
Clermont-Tonnerre, au parcours de Tania? Au parcours de Tania, ce que je trouve intéressant, c'est de voir à quel point finalement l'idée du privilège, en tout cas en France, est totalement dépassée. C'est vraiment, pour plusieurs raisons d'ailleurs assez historiques. C'est-à-dire que par exemple en Angleterre, il y a encore cette aristocratie extrêmement privilégiée, où il y a du bien, où le château n'est pas une malédiction, parce qu'on imagine la vie de château évidemment comme quelque chose de merveilleux, mais c'est aussi un engagement incroyablement lourd et incroyablement courageux. On l'a vu avec Charles-Henri. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'en Angleterre, par exemple, il y a le droit d'aînesse. Donc on peut garder un patrimoine sans le diviser. En France, ça a été totalement supprimé, et heureusement, sans doute, on est tous égaux, et donc le patrimoine s'est divisé. Donc il n'y a pas la fortune, il n'y a pas la cuillère en argent dans la bouche comme on l'imagine, et en même temps, il n'y a pas l'a priori favorable sur le non, pas forcément. C'est-à-dire qu'on a autant un a priori favorable qu'on a un a priori défavorable. Et souvent, à l'école, honnêtement, on peut effectivement se faire chambrer par le prof d'histoire, être un peu attaqué par les copains qui pensent que tout est facile pour les gens du Gotha, alors que pas forcément. On arrive dans le Gotha avec l'avantage d'un passé, mais il faut être à la hauteur de ce passé, il faut savoir le transformer, il faut savoir en faire quelque chose, et c'est pas forcément donné à tout le monde. Et c'est là où la trajectoire individuelle prend le relais de la trajectoire familiale. On me demandait, mes amis d'école me demandaient si je mettais une robe, quand le week-end, une robe avec... comme dans un château de princesse, voilà. Mais on a regardé, je les vois... Tu as répondu oui, évidemment. Bien sûr. C'est vrai que ce milieu-là est regardé un petit peu comme une secte étrange. Et vous l'avez dit même vous-même. Et pour cause, parce que vous êtes quand même très, très peu nombreux, quoi. Donc, il y a l'idée que... Mais c'est vrai que c'est une sorte d'espèce en voie de disparition d'une certaine manière. C'est vrai que c'est un mode de vie qui s'est radicalement transformé depuis, disons, la guerre de 14. C'est là qu'il y a la grande rupture. C'est-à-dire que ce monde qui était totalement prédominant, historiquement, finalement, a perdu de son hégémonie. Il y a eu alors plusieurs phases. Il y a eu les stratégies d'alliance, c'est-à-dire que ce monde s'est ouvert. Il y a eu des mariages avec des grandes familles industrielles, avec des grandes fortunes. Et puis surtout, à notre époque, c'est effectivement ce qu'on voit exactement là, c'est l'entrée dans le monde du travail et le fait d'utiliser ces atouts, cette histoire, cette pluralité de cultures souvent, parce que par les différentes alliances, vous parlez régulièrement plusieurs langues, vous avez plusieurs origines, vous êtes profondément mondiaux finalement dans votre histoire familiale. Tous ces éléments deviennent des atouts dans la vie professionnelle, mais il faut qu'il y ait une vie professionnelle pour que ce mode de vie et cette histoire perdurent. Bien sûr. Oui, très bien. Ça, c'est bravo. C'est bien. Nous attendons vos réactions aux histoires de nos invités sur les réseaux sociaux grâce au hashtag Toute une histoire. Avant de découvrir la suite du parcours d'Igor, on va ouvrir la deuxième partie de notre émission intitulée Écrire sa propre histoire. Igor, après une enfance et une adolescence placées sous le signe des privilèges et des fêtes extraordinaires, vous avez construit votre vie d'homme. Est-ce que vous aviez des critères précis justement concernant le choix de votre épouse ? En fait, non, parce que les critères correspondraient, dans mon esprit, en tout cas c'est comme ça que je le vis, à des contraintes. C'est-à-dire, finalement, on va sélectionner des personnes qui correspondent aux critères qu'on s'est fixés. Moi, je n'ai jamais raisonné comme ça. J'ai toujours considéré que les rencontres sont électives et qu'elles sont naturelles. Et que donc, en effet, j'ai naturellement rencontré la personne que j'ai épousée. Quelqu'un de votre milieu, quand même. Voilà. C'est important pour vous qu'elle appartienne à l'aristocratie ? D'une certaine façon, c'est le maintien aussi d'une mémoire, qui n'est pas seulement ma mémoire à moi, mais qui est la mémoire des gens qui nous ont précédés, tout simplement. Et en ce qui me concerne, je trouve que ce partage de mémoire fait partie d'un patrimoine commun. Ce patrimoine commun vous permet, en effet, comme le disait Nietzsche, de regarder vers l'avenir. Charles-Henri a dit qu'il faut avoir du passé pour regarder vers le futur. Et comme nous sommes passionnés justement par l'avenir, Grishka et moi, il nous faut beaucoup de passé. Donc ce passé, on peut aussi le prolonger à travers la personne avec laquelle on vit et qui, elle aussi, a une mémoire. Et puis, il y a des exotismes là-dedans. Parce que, par exemple, alors, donc, je précise Tania que vous avez... et Charles-Henri et Amélie, donc de Bourbon-Parme, que vous avez épousé en 2000. Évidemment, il y a des rois
il y a les rois Pas de mal, France, ça ouais. remonte aux Capétiens. Il y en a pas mal. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi un pape. Il y a un pape, hein. Et le pape Paul III à Farnèse, Les Farnèses, c'est quand même un pape important, c'est l'auteur du Concile de Trente. C'est donc ton arrière-arrière-arrière-grand-père, c'est Exactement. ton arrière-arrière-arrière-grand-père, et c'est l'arrière-arrière-arrière-grand-père de mon fils. Donc tout ça, c'est aussi un exotisme de la culture. C'est quand même extraordinaire de descendre d'un pape. Pas mal. Comme c'est le cas, c'est quand même pas mal. Et ce sont finalement ces niches, si on peut dire, d'étonnement, d'exotisme historique qu'on peut explorer avec la personne qui partage votre vie, bien sûr. Pourquoi avez-vous accepté d'être parmi nous aujourd'hui? Parce que je voulais rencontrer mes cousins. Que vous n'avez pas Voilà. vu depuis longtemps. Ils étaient à votre mariage, vos cousins? Oui, tout à fait, absolument. Parce qu'il y a combien de personnes, par exemple? C'est un mariage qui réunit combien de personnes Je crois au qu'on château était à de peu Chambord, près- quand même. On était au château de Chambord, bien sûr, mais on était 300, je crois. C'est ça. Oui, j'ai pas compté. Pas Vous étiez tellement, à pas des si montées nombreux, pas si nombreux. Absolument. Mais oui. Et très sympathique. Et c'était un mariage assez... Très convivial. Non, mais on est obligé d'inviter tout le monde. Non. Comment doit-on s'y prendre quand Non, on appartient au Gotha? on invite évidemment, bien sûr les membres de ses familles et puis ses amis proches. Ouais. Et comme on le sait d'ailleurs, c'est pas seulement spécifique à l'aristocratie. Finalement, les amis font un peu partie de la famille. Et donc c'est une famille extensive, mais c'est comme ça qu'on la vit en tout cas. Et cette fête au château de Chambord ressemblait au fond. Pour moi, il y avait deux raisons à ça. C'est que le château de Chambord n'est pas du tout, c'est pas un palais comme Versailles, qui est un palais extrêmement Pour recevoir. sophistiqué. Ouais. Chambord est un palais de campagne. C'est tout à fait différent parce que quand on se promène sur les hauteurs de Chambord, il y a des toiles d'araignée, il y a un gond qui est un peu rouillé, il y a cette espèce de sentiment que le temps est passé par là et que c'est un temps campagnard. Donc c'est une autre façon de vivre, si on peut dire, le château, et ça m'a rappelé en tout cas moi la forteresse de mon enfance. Donc c'était la première chose. Puis pour Amélie, quand elle voyait le portrait de sa grand-mère ou de son grand-père au mur, ou de son grand-oncle, il est évident que c'est aussi une émotion qui est une émotion familiale. Bien sûr. Et donc ça avait un sens. Richard, oui? Non, moi, j'aimerais bien parler de cette affaire de mariage finalement entre soi, parce que c'est autour de ça qu'on tourne. Je crois qu'en fait, il y a eu des études d'ailleurs, c'est une tendance assez naturelle, c'est-à-dire que les journalistes ont tendance à se marier entre eux, les communautés ont tendance à se marier entre eux. C'est vrai qu'il y a finalement une facilité d'aller vers quelque chose qui ressemble, qui est une tendance assez naturelle. Après, évidemment, d'ailleurs, encore maintenant, les couples finalement mixtes, les couples qui transgressent ce poids ancien des communautés, sont encore remarqués, sont encore considérés comme peut-être précurseurs, comme peut-être différents. Et c'est intéressant de voir en revanche que, au contraire, les monarchies, elles, ont presque une stratégie relativement générale, parce que quasiment tous les princes héritiers ont épousé des bergères. Le roi d'Espagne a épousé une journaliste, le futur roi de Danemark a épousé aussi une Australienne qui n'était pas du sérail. Donc là, je pense qu'il y a justement une évolution contemporaine qui va vers une ouverture, parce que le lien avec le peuple, finalement, le lien avec les habitants du pays qu'on représente devient finalement un critère essentiel, et que ces princesses modernes servent finalement d'interface, servent de lien et permettent aux monarchies de rester ancrées dans la réalité, de ne pas du tout être isolées dans des bulles, et c'est ça qui a permis à ces monarchies de se perpétuer. Et de survivre, bien sûr. Très vrai. Très vrai? Oui. Mais là, on parle des monarchies. Oui. Est-ce que c'est valable pour vous aussi? Oui, c'est valable pour moi. D'accord. Richard, en préparant l'émission, Igor nous a confié que votre vie regorgeait d'anecdotes mondaines. Il paraît que vous côtoyez certaines familles royales d'Europe. Lesquelles, par exemple? Vous savez, alors avec les relations de famille qu'on a, c'est plutôt alors le secteur des familles nobles, parce que j'ai une grand-mère française qui sortait d'une famille picarde noble. Alors on a eu des relations un peu partout, ça venait automatiquement qu'on a aussi eu des relations avec des divers membres des familles royales en Europe. Ils sont venus parfois chez nous, parfois j'étais invité par-ci, par-là. Alors chez nous, voyons... Les Habsbourg. Certainement, inévitablement, avec grand plaisir, mais d'ailleurs... Le chef de la maison d'Habsbourg, l'archiduc Otto,
est venu chez nous. Moi, j'étais jeune marié. Je me suis marié avec une Autrichienne, austro-allemande, italienne, qui s'appelle une comtesse Athems. Ça facilite parce qu'elle a compris que la vie de château n'est pas toujours aussi facile. Mais le toit qui s'écroule, etc., elle a appris ça parce qu'elle était déjà élevée comme ça. Alors nous avons passé presque 47 ans ensemble. Et alors quand nous étions jeunes, l'archiduc a envoyé son émissaire en disant qu'il nous rendrait l'honneur de nous voir rendre visite chez nous, à la maison. Ce n'est pas une question si on voulait ou non, c'était un grand honneur, on a accepté avec plus grand plaisir. Il est venu là, il était chez nous, je lui ai montré le château, le domaine, etc. Mais au fond, la seule chose qui l'a intéressé, j'étais jeune, la politique, la stratégie européenne, la chute du communisme. C'était en 72. Il a prévu tout. Alors, les relations qu'on a eues nous a rendu la possibilité à être proche d'un tel homme qui représentait quand même une des plus importantes couronnes de la vieille Europe. Alors ça, c'était un privilège. Bien sûr. Est-ce que vous avez une vie très mondaine? Ah oui, la mondanité. Vous savez ce que c'est la mondanité? C'est quoi? C'est plusieurs fêtes par semaine? Vous sortez tous les soirs? On a donné une soirée de fiançailles, ça fait longtemps. Il y avait 600 personnes qui venaient d'un peu de partout de l'Europe. Alors, si vous voulez, c'est mondain. Ça fait longtemps. Entre-temps, j'ai donné une soirée, ça fait aussi déjà très longtemps, où on avait des amis espagnols, toute une équipe d'Espagnols qui sont venus pour un mariage austro-espagnol. Et ton père était à port. Oui, tu ne m'as pas invité. Non. Et lui, on a eu, les Espagnols ont souhaité qu'on leur organise une soirée avec des gitans. Gitans, à l'époque, on a eu le droit de dire gitans, aujourd'hui c'est les Romains. Mais alors les gitans, hongrois ou roumains. C'était les grands joueurs de guitare, de cymbales, etc. Alors je leur ai organisé tout ça. Et les amis, quelques-uns des amis n'ont jamais écouté, jamais entendu gitan. Pourtant, ton père s'est mis à par terre devant les gitans, a commencé à chanter avec eux. Il les a enthousiasmés toute une longue nuit. Il était le centre de l'activité parce qu'il avait dans son sang. Oui, c'est comme ça que j'ai connu ton père. Alors vous voyez, c'était, si vous voulez, mondain, d'accord. Et puis, oui, il y a eu d'autres occasions, en petit dîner, des gens qui venaient. Bon, enfin, c'est tous les soirs. Vous êtes pris tous les soirs? Vous avez un carnet de balles très rempli. C'est tous les soirs. Oui, alors que voulez-vous maintenant? Que voulez-vous savoir? Non, je ne veux pas savoir si vous êtes libre à dîner ce soir. C'est pas du tout mon objectif. Pourquoi vous avez tenu à venir ensemble sur ce plateau aujourd'hui, tous les deux? Mais oui, parce que, en fait, Richard est quand même, c'est quelqu'un de très modeste, comme on peut le voir. Moi, je me souviens d'une fête qu'il a organisée pour ses 50 ans. Là, il y avait toute l'Autriche, il y avait toutes les familles, tous les princes, les archiducs, les ministres, enfin, il y avait énormément de gens, et Richard a fait un discours. Il était au balcon du château, et il a fait un discours absolument éblouissant sur l'effort de mémoire, sur l'effort aussi de transmission des valeurs, parce que c'était un discours sur les valeurs. C'est important, parce que ça fait partie aussi, si on peut dire, du guide intérieur que l'aristocrate, entre guillemets, doit avoir en lui et doit transmettre aussi. Et puis vous lui serez reconnaissant, parce qu'il a aidé votre grand-mère. Il a aidé notre grand-mère à plusieurs reprises. Quand notre grand-mère avait des soucis d'argent, elle téléphonait à son neveu, Richard, et lui disait, écoute, est-ce que tu peux m'aider un peu? Et Richard le faisait généreusement. Mais j'ai eu une lettre super qu'elle m'a envoyée avec un mot ajouté par le maître de la région qui disait « Aidez la comtesse, elle est la bienfaitrice de la région. » Et c'est vrai, hein. Alors, grâce à toi. Alors justement, vous, Charles-Henri, vous êtes à la tête d'un patrimoine appartenant à votre famille depuis des siècles. Et vous aussi, vous profitez pleinement des avantages de votre statut. À quel genre d'événement, par exemple, avez-vous toujours eu accès? Est-ce qu'il y a une soirée qui vous laisse un souvenir impérissable? C'est vrai qu'on est très souvent invités. C'est pas devant les représentants de point de vue que je vais faire le contraire. Je vais dire le contraire parce qu'il y a toujours un photographe de chez vous. Oui, ça va. Mais je sors assez peu. Mais c'est vrai, quand on a 18, 20, 25 ans, on sort beaucoup plus. Ouais. À l'époque, les soirées étaient tout à fait exceptionnelles. Il faut savoir qu'on vit dans des lieux exceptionnels. Donc, recevoir dans ces lieux exceptionnels font des soirées exceptionnelles. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, les soirées, c'est plutôt des soirées commerciales, voire caritatives.
Alors les caritatifs, on y va parce que ça peut aider, on participe, on amène du monde. Les soirées commerciales, un peu moins. Qu'est-ce que vous entendez par soirée commerciale? Une grande société de mode qui lance un parfum, ce genre de soirée. Vous êtes un peu jet-setter? Je ne pense pas. On l'a dit, mais j'ai pas l'impression. Mais ayant été élevé dans 4 pays, un père autrichien, un grand-père tchèque, une grand-mère hongroise, un père franco-espagnol, italien et portugais, c'est vrai que ça élargit les possibilités. Il paraît que vous êtes un homme engagé également. Oui. De quelle manière? Enfin, je veux dire, dans l'humanitaire. Ah oui. C'est vrai que j'ai été élevé en grande partie au Liban, où mes parents ont créé une fondation qui gère à travers 12 centres médico-sociaux et s'occupe de 130 000 personnes. Donc, dès mon plus jeune âge, j'ai été confronté aux difficultés, aux gens qui vivent des drames, qui vivent la guerre. Et donc, très vite, mes parents nous ont mis dans le rôle d'avoir une action future. Donc, vous vous rendez sur place régulièrement? Je vais au Liban tous les 2 mois pour une semaine. Qu'est-ce que c'est que cette photo? Ah, je découvre. Ah, c'est une photo de moi à Lourdes, car l'Ordre de Malte fait un grand pèlerinage tous les ans à Lourdes, et ça, je suis avec l'équipe libanaise, et où on transporte nos malades, qu'on appelle nos seigneurs, les malades. Qu'est-ce qui reste pour vous le plus difficile à gérer? D'un point de vue... De manière générale. Le plus difficile à générer, c'est certainement la restauration de nos petites bicoques. Ouais. Ça, c'est certain. On sent quand même... Mais ça vous passionne? Ça me passionne. Je ne l'aurais pas choisi, mais maintenant que je l'ai, c'est assez exceptionnel d'avoir cette capacité de faire quelque chose. Dans une région que j'aime, qui est le Bourbonnais, travailler avec des gens passionnés et faire connaître cette région qui est trop méconnue en France. Mais alors, vous dites aussi que les gens ont toujours tendance à venir vous demander quelque chose ou à attendre quelque chose de vous. Donc, ça ne doit pas être facile à vivre. D'abord, les gens veulent que vous... Vous savez, je disais, je pense pas au fait que je sois prince en me rasant les matins. Mais c'est à la campagne, quand les gens du coin viennent vous parler de leurs problèmes, viennent vous demander quelque chose, viennent vous raconter tout simplement une histoire qu'ils ont eue avec vos grands-parents, une histoire qui vous lie à eux, qu'on découvre que ça veut réellement dire quelque chose à leurs yeux. Ouais. Vous n'avez jamais eu d'ambition politique? J'aurais adoré faire de la politique. Ça m'étonne pas. J'aurais adoré faire de la politique. Et pourquoi n'en avez-vous pas fait? J'ai trop traîné dans les milieux politiques pour en faire partie aujourd'hui. Ça vous a dégoûté? Ça m'a déplu. Bon, c'est quoi? C'est pas assez franc du collier? C'est pas assez... C'est pas assez franc du collier, c'est pas assez direct. Enfin, la France connaît bien les problèmes politiques. C'est vrai qu'il s'exprime comme un homme politique. Ouais, pas mal. Sophie, vous nous racontiez tout à l'heure que malgré votre titre de princesse, vous n'aviez qu'une seule idée en tête depuis vos plus jeunes années, c'est de devenir un écrivain reconnu, comme on dit. Absolument. Et d'ailleurs, c'est là où je rejoins Tania, quand on parlait du travail. C'est que moi, j'ai écrit le premier tome de ma série Tara Duncan, j'avais 25 ans. Et j'ai été publiée 17 ans plus tard. Donc, on parlait avec Adélaïde du fait qu'avoir une famille, parfois, ça peut vous apporter des choses. Là, en l'occurrence, ça m'a juste apporté rien du tout. Parce que je pense que j'aurais été le pape. Effectivement, j'écris des livres de fantaisie. La fantaisie ne marchait pas en France. Donc, je ne pouvais m'appuyer absolument sur aucun réseau pour faire publier mon livre et montrer aux éditeurs qu'ils avaient tort et que la fantaisie pouvait exister avant que Tolkien et le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter n'arrivent. Donc, voilà. Pendant ces 17 ans, il y a des moments où vous êtes découragée? Oui, bien sûr. Mais j'ai la chance d'avoir une famille merveilleuse. Mon mari, qui n'est pas noble du tout, qui est un homme tout à fait classique, m'a soutenue toujours en me disant qu'il trouvait que j'avais un très très grand talent.
Et quand j'ai été éditée et que, effectivement, en l'espace de 5 mois, je suis passée en best-seller, d'abord, ça a été une énorme surprise. Oui. Et puis derrière, j'ai réalisé que grâce à mon travail, parce que pendant 17 ans, j'ai peaufiné, j'ai retravaillé et tout, etc., finalement, j'avais une identité qui était la mienne, qui était mon identité d'écrivain, voilà, qui était restée enfouie pendant longtemps. Et grâce à ça, j'ai tenu bon et je suis devenue numéro 1 jeunesse en 5 ans, en France. Et j'ai vendu des millions de livres dans 26 pays et j'ai ma propre série animée et je vais faire mon film maintenant. Donc c'est vrai que... Ça veut dire que vous êtes à la tête à nouveau d'un patrimoine. Oui, 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 forcément. Et donc là, j'investis ce patrimoine dans la création de ce film qui va coûter 65 millions de dollars. Alors, vous n'avez pas envie d'acheter un château? Pas du tout. Alors, après avoir entendu Charles-Henri, si vous voulez, vous voyez, là, il n'y a juste aucune chance. J'ai aucune chance. Non, je suis désolée, je ne me marie pas avec toi. Ça ne va pas être possible. Tu es déjà mariée. Oui, j'avais oublié. Alors, vous êtes invité, vous aussi, un peu partout. Vous avez vos entrées partout, mais vous refusez la plupart des invitations où le tout Paris se presse. Qu'est-ce qui vous retient, justement? Je travaille 15 heures par jour, j'ai pas le temps. Voilà, c'est aussi, oui, toi c'est pareil. Voilà, on est tous dans la même situation, c'est-à-dire que quand vous avez la chance d'avoir un succès et que les choses se passent bien, il faut bosser. Et moi, je commence à 6h45 le matin et je termine à minuit 1h tous les soirs. Mais c'est important de parvenir justement à se réaliser soi-même. Oui, oui, parce que quand vous portez un nom, derrière, vous avez quand même une certaine responsabilité qui est d'être un représentant efficace et honorable de ce nom. Et par conséquent, c'était très important pour moi, effectivement, de pouvoir dire, voilà, j'ai réussi grâce à ces gènes, peut-être. Vous partagez évidemment ce discours. Tout à fait, cette notion de travail et de patrimoine en tant que nom. Et voilà, je suis d'accord avec elle. Donc vous avez tout beaucoup, le monde pense ça, je pense. vous aussi, travaillé personnellement. Moi, je travaille personnellement beaucoup et j'aime beaucoup ça. Alors, je suis avant tout une mère. Alors, j'ai aussi mes 3 filles qui me prennent beaucoup de temps et j'adore ça. J'ai une fille de 21 ans, une de 15 ans, donc une adolescente qui lit Tara Duncan. Voilà, qui lit Tara Duncan. Et une petite fille de 9 ans. Et j'ai 2 activités principales. Je suis designer, donc. Et j'ai décidé, avec le nom que j'ai, de par mon design des valeurs de maître d'art, des valeurs artistiques, en mettant en avant les maîtres d'art avec qui je travaille et avec qui je crée tous les objets. Ce qui rejoint ce que vous montrez votre papa dans son atelier. Exactement. Et de beauté. Et de beauté. Ouais. Tu retransmets de la beauté. J'essaye de retransmettre de la beauté, bien sûr. Mais oui. Voilà. Donc j'essaie. Oui, mais ce que tu oublies de dire aussi, c'est que tu as subi une formation pour ça. Tu as fait oui, alors j'ai fait Penningen, voilà. J'ai fait une école d'art, voilà. On m'a dit qu'il ne fallait pas dire. Mais oui. Faut pas dire. Et puis vous organisez des soirées aussi? Alors, mon design me fait rencontrer des personnes à l'international. Oui. Et au fur et à mesure, ces personnes intéressées par mon nom m'ont demandé d'organiser des réceptions. Et j'organise des réceptions et en transmettant aussi les valeurs françaises sur l'art de recevoir. J'ai cette conception, je l'ai appelée l'élégance de recevoir à la française. Quel message souhaitiez-vous délivrer aujourd'hui? Oui. J'aimerais bien revenir parce que vous parlez beaucoup de cette thématique des soirées. Et forcément, ça fait partie des éléments qui fascinent. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est le champagne, les paillettes, la vie facile. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est aussi un fabuleux outil. Les mondanités, c'est pas que de la frivolité. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que la première chose qu'on apprend, par exemple, aux élèves dans les écoles de commerce, c'est de soigner leur réseau, de constituer un carnet d'adresses. Et finalement, oui, mais c'est l'une des choses. Et c'est aussi, finalement, l'une des choses très utiles, surtout quand c'est mis au service de causes importantes, de causes caritatives ou de causes de valeurs. C'est-à-dire que ces soirées permettent d'établir des contacts naturels, des contacts amicaux avec des gens partout sur la planète et qui, du coup, vous donnent une force de frappe quand vous voulez mettre votre énergie au service d'une cause.
absolument incomparables. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent, les gens du Gotha sont très appréciés dans les milieux de la finance, dans les milieux du luxe, dans les milieux créatifs, parce qu'ils sont capables de transformer une volonté en réalisation peut-être plus facilement que d'autres. Ils sont internationaux Oui, de naissance. exactement. Voilà. Absolument. Et juste un mot sur votre parcours personnel. Vous-même, vous avez fait de brillantes études. Oui, mais alors moi, je ne suis pas exactement dans un moule, disons, aussi prestigieux que vos invités, mais c'est vrai que moi, c'est exactement la même idée, c'est-à-dire qu'il fallait se démarquer. D'abord aussi parce que les filles, honnêtement, dans ces familles dites privilégiées, ne sont pas celles qu'on pousse le plus en avant. Donc, moi, j'ai voulu exister par moi-même, donc j'ai fait Normal Sup, je suis ancienne élève de Sciences Po, ensuite j'ai voulu écrire aussi, donc j'ai écrit un roman, je suis en train d'en terminer un autre, je suis passée par la télévision, la radio. Donc tout ça, c'est au fond des manières de s'exprimer, de tracer un parcours. Et maintenant, je m'occupe de ce journal aussi parce que je me dis qu'il faut assumer cette histoire et ses valeurs. C'est vrai qu'au départ, quand on m'a dit « viens un point de vue », je me suis dit « oulala, ah non, moi qui essaye d'exister complètement par ailleurs, qui essaye de tracer mon chemin justement en me faisant un prénom et pas un nom, je vais quand même pas y retourner ». Et finalement, je me dis que c'est peut-être plus courageux de se dire oui, je viens de là, oui, il y a beaucoup de bonnes choses dans cette histoire et il faut défendre le bel aspect de cet héritage-là en sachant qu'on n'est que ce qu'on fait de soi-même. Bravo, c'est une formidable ambassadrice en tout cas. Merci à tous d'avoir accepté de venir vous dévoiler sur notre plateau, d'avoir été à nos côtés. Charles-Henri, vous nous tenez au courant de la suite, des lettres que vous avez reçues et de tout ce courrier. Et puis, c'est promis. Il va nous inviter à son mariage. Voilà, j'espère que nous serons Grâce à vous. invités et que les Grâce caméras au de toute courrier. une histoire seront présentes dans l'un de vos 5 châteaux. De la bonne humeur, Cette chanson a vu le jour, je faisais l'amour avec une demoiselle. Et là, elle vous crie « Vas-y, Francky, c'est bon !» des personnages Mais j'adore le fer yesh. Le fer? C'est vrai que vous ne parlez pas verlan. Le fer yesh. C'est vous, là? Oui, c'est moi. Non, mais c'est un montage. Vous cherchez une blonde avec des cheveux courts, je comprends mieux. Alors on danse. Alors on danse. Je pourrais vous raconter une histoire, mais elle est un petit peu longue. Elle me dit, bah ouais, voilà, je suis enceinte. Je dis, ouais, j'ai bien compris, mais comment ça se fait? Les nerfs faisaient tadidadidatan, tadidadidatan, Je rêverais de voir vos fesses. Vous voulez les toucher? Donnez-moi votre main. des situations insolites Là. Retrouvez-nous chaque jour dans Toute une histoire pour des moments hauts en couleur. Sans entraînement, Toute une histoire, ce sont des parcours de vie, des témoignages sincères. Je me disais, s'ils me disent qu'il y a 1% d'espoir, je le prends et je survis et je le fais. Je comprends pas le fait qu'elle s'est mise à boire. J'ai perdu ma maman. Mais je vais la retrouver. Elle va arrêter. J'y arriverai, ma chérie. Décryptés par nos experts. On peut manquer de confiance en soi, même s'il y a 1,5 million de personnes qui vous disent qu'ils vous aiment, et ben il y a cette blessure qui est quand même encore présente. Ce qui peut sembler être le fruit du hasard, on dit, mais elle a eu de la chance de rencontrer ces personnes. Non, que nenni, il n'y a pas de chance du tout. Il y a une personne qui est présente, qui sait profondément ce qu'elle veut et qui provoque son destin. Ah non, moi, si j'ai envie de rien dire, je dis rien. Mais si je vous allonge là, Odile, je vous fais parler. Un éclairage sur notre société. Je demande aux Français, spécialement aux Calaisiens, de nous soutenir. On dit là, j'aime beaucoup mon père. Ici, ce n'est pas les animaux, c'est les hommes comme eux. Et on a un père et une mère, nous aussi. Je trouve que dans le plateau que vous avez constitué, c'est formidable parce que finalement, dans vos différentes histoires, on se rend compte que n'être coupable de rien, c'est les harceleurs qui ont un problème et pas le contraire. Des reportages en immersion. Je m'appelle Marine, j'ai 26 ans. Depuis 9 mois, je mène une double vie. Secrétaire le jour, je suis escort girl la nuit. On va le faire, parce qu'il faut le faire. Enfin, vivement que ça se termine vite, quoi.
enceintes, s'il vous plaît. Canne de bière? Oui. Vous savez beaucoup de femmes enceintes? Oui. Je vois pas pourquoi il serait dénaturé, faut exagérer. C'est costaud, mon vous savez là. J'ai qu'un truc dans la tête, faut que ça passe ce que j'ai fait. Faut que je gagne. Mais aussi des personnalités qui viennent se confier. J'ai perdu mon frère jumeau dans un accident de voiture. Avant que je perde mon frère et que je travaille dessus, je n'avais pas conscience que j'étais né au monde à deux et je n'avais pas conscience que ça avait dirigé 30 ans de ma vie. Ou qui nous inspire. Le titre de notre émission est Le Seigneur de ma vie. Et d'ailleurs, on a embauché un stagiaire senior comme Ben. C'est une super idée. C'est quelque chose que vous avez fait à l'occasion du film? Oh, c'est chouette. C'est fantastique. Vous pouvez m'en faire une copie? Votre palmarès? 8 fois champion du monde de kickboxing, 4 fois champion du monde de boxe thaïlandaise. En fait, je suis 12 fois champion du monde. Regarde, on va faire. Toute une histoire, c'est tous les jours à 14h sur France 2.